Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique qui nous vient de la République démocratique du Congo, ancien ministre. Il est aujourd'hui le porte-parole de l'opposant congolais Moïse Katumbi. Monsieur Olivier Kamitatou est notre invité. Merci d'avoir sorti notre invitation. Merci de m'avoir invité. Comment se porte le Congo aujourd'hui? Le Congo se porte très mal. Au plus mal, le Congo aujourd'hui attendait des élections qui sont hypothétiques. Ça veut dire que toutes les institutions congolaises, tous les animateurs des institutions sont illégitimes. Ils les usurpent leurs fonctions. Leur peuple congolais a un appétit de démocratie, veut absolument ces élections. Il les voulait en date, donc ça veut dire en décembre 2016. Il ne les a pas obtenues. Et aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que rien n'a été fait pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants et donner une légitimité à tous les animateurs des institutions. Donc forcément, ça veut dire que le pays dérive dans l'illégitimité totale. Mais en marge de ces agitations politiques, on a noté quand même une certaine montée de tension ces derniers temps à Kinshasa et même dans d'autres villes. Et lors d'une de vos sorties médiatiques, vous avez soupçonné la main invisible, la main noire du pouvoir en place. Est-ce que vous avez des preuves de cela? Bien, je n'ai pas les preuves. Tout le monde a les preuves. Et en premier lieu, ceux qui ont enquêté, les Nations Unies, qui viennent de sortir un rapport tout à fait édifiant sur le drame kassaïen. Pouvez-vous imaginer qu'au Kasaï, on a dénombré 87 fosses communes? Ce ne sont pas 87 tombes avec des individus, c'est 87 fosses communes. Ça veut dire qu'il y a eu plus de 5000 personnes massacrées, 1 400 000 déplacés internes dans une seule province qui d'habitude était très calme. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'une des milices en action était une milice du pouvoir, les Banamoura, et tous les Congolais savent que les Banamoura dépendent d'un seul homme, de Joseph Kabila, qui a instrumentalisé un conflit ethnique pour essayer de faire régner la terreur, pour essayer effectivement, puisque la politique de la terre brûlée semble être aujourd'hui sa stratégie, eh bien il s'y est adonné au Kasaï, mais pas seulement au Kasaï, au Tanganyika, dans le Katanga, mais également à Uvira, où on a constaté que des Maïmaï disposent de soutien, de supplétifs, venus parfois de frontières extérieures. Donc tout le monde aujourd'hui a conscience que Joseph Kabila est allé dans la politique du pire. Mais quel lien faites-vous entre cette montée de tension et la situation sociopolitique quand même trouble que vous connaissez aujourd'hui dans le pays? Qui est responsable de cette situation sociopolitique? C'est un seul homme. Vous savez, il y a un homme institution. C'est le président de la République à travers le monde. Aujourd'hui, cet homme a trahi son serment. Il ne veut pas céder le pouvoir à un successeur élu, tel qu'en dispose la Constitution. Il a manipulé par un arrêt ébouriffant qui fait dresser les cheveux sur la tête, un arrêt qui lui permettrait de rester indéfiniment au pouvoir ad vitam aeternam. Un seul homme, au mépris de 80 millions de Congolais qui aspirent à une seule chose, être une démocratie exemplaire, comme au Ghana, comme au Sénégal, comme en Tanzanie, comme dans beaucoup de pays. Eh bien, il prive le peuple congolais d'une alternance apaisée, démocratique. Il est responsable de cette crise et des tensions politiques, des tensions sécuritaires dans le pays. Avant de revenir à cette question d'élection, de non-tenue d'élection, on va encore aborder un autre fait d'actualité qui concerne le fait de valider à partir du 16 octobre les anciens passeports semi-biométriques. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, le fait qu'on ait assoupli désormais, parce qu'il y a eu une montée de tension par rapport juste à cette question de passeport? Il faut d'abord que tous les téléspectateurs d'Africa 24 sachent très bien quel est l'enjeu des passeports. L'enjeu des passeports est un enjeu financier. Nous avons le passeport le plus cher au monde. Et scandale, plus de 60 ou 80 $ par passeport, parce que chaque Congolais paye près de 300 $ pour avoir un passeport. Ce n'est pas le chiffre affiché, mais c'est ce que chaque Congolais débourse pour un passeport, et 60 à 80 $ va dans les mains d'un membre de la famille de M. Joseph Kabila. C'est ça le vrai scandale. Et donc, vouloir changer les passeports de manière totalement inopportune,
c'est simplement vouloir, et inopiné, parce que personne ne s'y attendait. Un autre passeport semi-biométrique a été mis sur le marché, les Congolais l'ont obtenu à grand sacrifice, à grand peine, et aujourd'hui, quelques mois après ce passeport semi-biométrique, par un mensonge d'État, eh bien, on oblige les Congolais à nouveau à aller acquérir un autre passeport. Mais le gouvernement évoque des questions sécuritaires en mettant cela sur le marché. C'est le même gouvernement qui dit que, tiens, mais on a stabilisé le pays, toutes les choses vont bien. C'est le même gouvernement qui n'arrive pas à nous donner une seule preuve de son allégation que ce passeport favoriserait une certaine insécurité. La seule insécurité que ce passeport, le retrait de ce passeport pourrait occasionner, c'est le compte en banque de la sœur de M. Kabila, qui risque de ne pas être alimenté par les dollars des Congolaises et des Congolais qui innocemment sont obligés de se saigner les poches pour alimenter la caisse privée de la famille Kabila. Enfin, ce chapitre, on aborde maintenant les questions électorales, parce qu'on n'a pas pu avoir des élections jusque-là. Mais est-ce que vous êtes convaincu aujourd'hui qu'on ne pourra plus organiser les élections avant la fin de l'année 2017? La loi électorale est très claire, c'est que 3 mois avant les élections, avant la date des élections, la CENI doit convoquer le corps électoral. Ce qui n'est pas fait jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été fait, c'était le 30 septembre. Oui. Eh bien, jusqu'au 30 septembre, le président Kabila avait la chance de sortir par la grande porte. Cette grande porte s'est refermée. Et malheureusement aujourd'hui, nous devons déplorer que le délai que l'accord de la Saint-Sylvestre lui a accordé, c'est comme un match de football. On avait signé à la 90e minute, c'était effectivement le 19 décembre 2016. On a accepté une prolongation. Cette prolongation a été tolérée par le peuple qui n'en voulait pas, qui voulait absolument le départ de Joseph Kabila. Nous avons calmé les tensions à ce moment-là. Sous l'égide des évêques de la Senko, nous avons négocié un accord et demandé à la population de tolérer cet accord. Oui, mais M. Kabitato, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne pourra plus organiser les élections avant fin 2017? C'est ça ma question de Une élection, et je vous répondrai précisément, oui. Une élection peut être organisée qui coûte la moins chère, qui est la plus importante et la plus symbolique. C'est l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que c'est une élection qui se fait au Congo à un seul tour. Parce qu'il y a très peu de candidats. Parce que c'est une circonscription unique et parce que c'est un scrutin majoritaire. Celui qui a le plus de voix va gagner. Donc on peut faire l'élection d'ici le 31 décembre. Malheureusement, on est bloqué par l'absence totale de volonté de Joseph Kabila de respecter la Constitution et d'assumer son principe. Nous n'allons pas cristalliser le débat autour de Joseph Kabila. Peut-être on pourrait faire appel à cela à des moments donnés. Mais parlons de la commission électorale, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'elle devait convoquer le corps électoral. Elle devrait donner un chronogramme afin que le gouvernement convoque le corps électoral. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait? Cela n'a pas été fait simplement parce que Joseph Kabila et ses amis n'ont pas voulu respecter les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pas Joseph Kabila. Parce que est-ce que la commission électorale, tout au moins, a donné la forme de sa bonne foi? D'abord. Parce que pas de la commission électorale n'a pas donné sa bonne foi. C'est un instrument technique au service de la nation, un instrument indépendant qui ne va pas chercher les ordres dans la majorité présidentielle. Vous avez noté son indépendance vraiment? Oui. Cette indépendance, eh bien, nous considérons qu'elle n'en a jamais fait preuve. Ni le président de la CENI, ni le vice-président de la CENI, qui lui est du parti politique du président de la République. Pourquoi l'accord n'a-t-il pas été mis en œuvre? Nous exigions la redynamisation de la CENI. Il n'y a pas eu de redynamisation. Nous exigions effectivement que nous puissions doter la CENI des moyens financiers pour aller de l'avant. Ça n'a pas été libéré. Nous exigions un audit financier de cette CENI. L'audit n'a jamais été réalisé. Eh bien, vaille que vaille, cette CENI devient une branche spécialisée du parti de la majorité. Mais justement, la commission électorale, en effet, évoque un certain nombre de faits quand même, notamment les questions sécuritaires, notamment les moyens financiers, ceux qui n'ont pas été au rendez-vous. Les questions sécuritaires, c'est une réalité. On ne peut pas faire un bon enrôlement dans ce sens-là. L'échec. Oui. Est imputable à qui dans ces conditions? L'échec est imputable à la majorité qui a le devoir d'assurer la sécurité de toutes les Congolaises et de tous les Congolais, qui a le devoir de financer le processus électoral. Cet échec est imputable à un seul homme, à une seule famille politique. Donc ce n'est pas à moi à justifier les faits, mais je crois qu'aujourd'hui, les engagements qui ont été pris de respecter la Constitution n'ont jamais été honorés. L'engagement qui a été pris effectivement d'aller aux élections en temps opportun n'a pas été fait.
Aujourd'hui, la CENI doit reconnaître un échec, ses animateurs doivent reconnaître un échec patent. Donc vous voulez dire que même quand on soit au-delà du délai constitutionnel, on peut réussir encore, pas constitutionnel, de consensus, on peut encore convoquer le corps électoral avant la fête de décembre 2017. Au 31 décembre, si on veut vraiment apaiser les tensions dans ce pays, si on aime le pays, 80 millions de Congolais n'ont pas à souffrir de l'égoïsme d'un petit groupe qui veut conserver le pouvoir à tout prix. 80 millions de Congolais attendent l'élection du président de la République, c'est leur droit, et 80 millions de Congolais ont une constitution qui leur dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou, comme aujourd'hui Joseph Kabila, le conserve par la force. Mais aujourd'hui, entre le gouvernement et la commission électorale, il faut jeter la pierre à qui? Il faut jeter les pierres à tout le monde. Mais d'abord à leur chef. L'opposition? Non. Ah. Au gouvernement et à la commission électorale. L'opposition a fait son travail. L'opposition ne cesse de faire son travail. L'opposition depuis longtemps a crié au loup. Et Dieu sait si il n'y a pas très longtemps, il y a un peu plus de 2 ans, j'ai quitté mon ancienne famille politique en annonçant que Joseph Kabila ne voulait pas faire d'élection et n'en ferait pas. On m'a accusé de vouloir effectivement prêter des intentions. Aujourd'hui, c'est la réalité. Aussi longtemps que Joseph Kabila sera à la tête du pays, il n'y aura pas d'élection. Monsieur Olivier Kamitatou, on va marquer une petite pause dans cette émission. On reviendra et je vous demanderai d'entrée de jeu si, pour que vous réfléchissiez à la question, est-ce que vous n'avez pas quand même été naïf en croyant en cette commission électorale là, parce qu'au moment où vous signez l'accord de la Saint-Sylvestre, vous étiez tous unanimes et vous aviez foi en cette commission électorale. Je suis très étonné aujourd'hui que vous soyez aussi catégorique par rapport à la détermination de cette commission électorale. Je vous laisserai répondre dès avant, chers téléspectateurs. On marque une pause, on retrouve dans quelques instants. Nous abordons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui l'acteur politique congolais Olivier Kamitatou, ancien ministre, et porte-parole de Moïse Katumbi. Merci d'être toujours en notre compagnie. Je le disais avant de rentrer l'antenne tout à l'heure que est-ce que vous n'avez pas fait preuve de naïveté au moment où vous n'avez même pas levé un petit doigt au moment de la signature des accords. Vous aviez tous une foi en cette commission électorale. Et aujourd'hui, je suis très surpris que vous nous disiez de manière très claire que cette commission fait preuve quand même de mauvaise foi. Nous n'avions pas foi dans la commission. Nous avions exigé un audit financier parce que cette commission a réclamé plus d'1 milliard de dollars pour organiser des élections. Nous savions très bien toutes les dérives financières, tous les tripatouillages qu'il y avait dans la CENI. Nous savions très bien que ce fichier électoral était bidouillé. Mais nous voulions absolument cet audit financier pour ne pas être accusés du crime de dire que non, nous faisions un crime de lèse-majesté contre tel ou tel individu. Nous voulions avoir des éléments probants. L'audit financier n'a jamais été réalisé et malheureusement la CENI a continué à dériver. Mais aujourd'hui, quelle est l'issue de sortie de crise? La rue, comme le prétend Moïse Katumbi, ou bien vous irez encore vers un autre dialogue? La sortie de crise, c'est d'abord l'application intégrale, de bonne foi, de l'accord de la Saint-Sylvestre. Oui, il n'a jamais été d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on ne peut plus rêver de cela. Eh bien, la deuxième solution, c'est de connaître le responsable de ce sabotage délibéré de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est le départ volontaire de M. Joseph Kabila du pouvoir. Et ce départ volontaire, nous ne le voulons pas par une insurrection populaire, nous ne le voulons pas par un coup d'État militaire, nous ne le voulons pas par une rébellion armée, nous le voulons par les dispositions de la Constitution qui disent que tout Congolais a le devoir de faire échec à celui qui conserve le pouvoir par la force et en violation de la Constitution. Les mouvements citoyens, vous parlez de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'appelle pas à une insurrection. Moïse Katumbi appelle simplement chaque Congolais à son devoir. Mais il appelle chaque Congolais à son devoir à la suite d'un appel lancé par les évêques de la Senko le 23 juin dernier, un appel pathétique qui a demandé à chaque Congolais de se mettre debout, que le temps presse. Le 31 décembre arrive, il est temps maintenant de se mettre debout et de retrouver sa dignité, de redresser le front. À Paris, les mouvements citoyens, Lucha, Filimbi, les Congolais debout, la société civile par des grandes personnalités ont considéré qu'au-delà du 30 septembre, on devait exiger le départ du pouvoir de Joseph Kabila. Moïse Katumbi s'est rallié à ce manifeste signé au mois d'août dernier. Félix Tshisekedi également, le docteur Mukwege et d'autres, toutes les forces politiques qui veulent l'avenir, un avenir meilleur pour les Congolais ont adhéré à ce manifeste. Mais tous ces mouvements citoyens se sont déjà donné de la voix. On sait comment ça s'est passé par la suite, parce qu'il y a eu beaucoup de répression, ce qui tue un peu quand même quelques velléités, non? Est-ce que vous croyez encore que les mouvements citoyens peuvent encore quelque chose dans le cas d'espèce? C'est la force du nombre.
Il n'y a rien de plus fort que tout un peuple qui se dresse et qui se met debout. L'appel des évêques sera suivi de manière grandiose par tout le peuple congolais. Eh bien, je n'en fais pas le pari, mais aujourd'hui c'est une prise de conscience collective. Tous les animateurs des institutions congolaises, c'est assez pathétique à dire, sont tombés dans l'indignité parce que tous sont illégitimes aujourd'hui. Aucune élection n'a été organisée. C'est un pays exceptionnel. On n'organise pas d'élection. On garde le pouvoir indéfiniment. Et on pense que 80 millions de Congolais resteront muselés parce qu'on brandit des armes, parce qu'on exerce la répression, parce qu'on crée des zones d'insécurité dans le pays, parce qu'on continue à piller les caisses de l'État. Nous allons parler maintenant de Moïse Katumbi qui vit en exil depuis quand même un moment, alors qu'il est sous le coup d'un procédé judiciaire. Comment expliquez-vous cela? Parce qu'apparemment, il était déjà sous le coup d'un procédé judiciaire, il est allé quand même se faire soigner, et depuis là, il n'est pas rentré. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est une fuite? Parce que des condamnations sont tombées, parce que quand nous sommes allés lors de la négociation de l'accord de la CENCO, qui a sauvé cet accord? C'est Moïse Katumbi. Nous ne voulions pas signer. Moïse Katumbi nous a dit, vous devez signer cet accord, c'est pour le bien du peuple congolais. En ce qui concerne mon cas, parce que nous avions relevé les cas emblématiques des prisonniers politiques, des détenus d'opinion, pas seulement des exilés comme Moïse Katumbi, mais également des prisonniers politiques comme Franck Diongo, comme Jean-Claude Mouyambo, comme Eugène Diomi, comme Witt Moulongo, de nombreux prisonniers politiques. Nous avions décidé qu'il fallait la décrispation politique, que cette décrispation politique ne dépendait que d'une volonté d'un seul homme. Eh bien, aujourd'hui, nous considérons que Moïse Katumbi a obtenu, parce que nous l'avons demandé, un rapport des évêques qui ont fait leur diligence, leur devoir. On leur a demandé vérifier si le cas de Moïse Katumbi est une machination judiciaire pour condamner un innocent. Les évêques, après avoir effectué leur devoir partout, à Lubumbashi, à Kinshasa, en Europe, en Grèce, sont revenus au Congo, ont déposé un rapport chez Joseph Kabila et ont constaté que c'était une mascarade judiciaire pour empêcher un fils du pays d'avoir ses droits politiques et de se présenter à l'élection présidentielle. Plus loin encore, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève a lui-même constaté qu'il fallait que Moïse Katumbi rentre en homme libre dans son pays pour y retrouver tous ses droits et y faire campagne. Je crois qu'aujourd'hui, il est patent, il est évident que le pouvoir veut s'opposer au retour de Moïse Katumbi parce qu'il croit qu'en le maintenant à l'extérieur, Moïse Katumbi sera bloqué et que le pouvoir continuera. De toute façon, ce n'est pas le pouvoir qui a demandé à Moïse Katumbi de quitter le pays. Donc, quand vous dites qu'il l'a maintenu à l'extérieur, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Hein. On ne peut pas embastiller et on ne peut pas se livrer à un pouvoir aussi sanguinaire qui n'hésite pas à tuer. Vous savez, aujourd'hui, il y a plus de 10 000 prisonniers qui se sont évadés des prisons. Je peux comprendre, on a 20, 30 évasions dans un grand pays comme le nôtre, 10 000. Ça veut dire que le pouvoir a créé lui-même les conditions de l'insécurité dans ce pays. Ce pouvoir a tué, ce pouvoir continuera à tuer en silence, aussi longtemps qu'il ne sera pas dénoncé. Monsieur Kamitatou, que sont devenues les ambitions présidentielles de Moïse Katumbi? Elles sont intactes. Moïse Katumbi a travaillé, il continue à travailler. Malgré l'exil? Malgré l'exil. L'élection n'a pas lieu à l'étranger, l'élection a lieu au Congo. J'écoutais récemment le porte-parole de Joseph Kabila qui disait que c'était une candidature prématurée, un opposant de 25e heure. Eh bien, je réponds à ce porte-parole que finalement Moïse Katumbi, eh bien, il a travaillé, il a fait ses devoirs, non seulement par son expérience. Un vrai programme a été élaboré, des consultations ont été lancées, et aujourd'hui, Moïse Katumbi est prêt à une campagne présidentielle. Oui, mais justement, mais comment ça va se faire? L'élection a lieu au Congo, mais lui n'est pas au Congo. Eh bien, il va rentrer au Congo. Il va rentrer au Congo, et je peux le dire en tant que porte-parole de Moïse Katumbi, il rentrera au Congo, il a fixé la date avant la fin de l'année, il rentrera au Congo. Ce délai de temps, c'est 90 jours, sera mis à profit pour ce retour dans les meilleures conditions possibles. Vous le pensez vraiment parce que, avec tout ce que vous avez cité comme condition là-bas, qu'il rentre comme ça, est-ce qu'il ne prend pas beaucoup de risques? Eh bien, Moïse Katumbi est un homme courageux. Au-delà du courage, c'est le réalisme, là, justement. Non, parce qu'aujourd'hui, chacun doit faire sa part du travail. Aujourd'hui, l'opposition politique travaille courageusement. Les leaders sont courageux. Félix Tshisekedi, Pierre Lumbi et bien d'autres, Martin
Martin Fayoulou, eh bien, se joindra à eux très bientôt Moïse Katumbi qui va rentrer au pays. Autre question qui se pose, c'est ça, la question de son éligibilité. Est-ce qu'il est éligible vraiment? Bien entendu, bien entendu. C'est un fils du pays. Oui. Il est candidat à l'élection présidentielle, il l'a déclaré. Il a le soutien d'un très grand nombre de partisans. Il a le soutien de nombreuses formations politiques. Il a un projet pour la République démocratique du Congo. Ceux qui doutent de son éligibilité n'évoquent pas ces éléments-là. Ils parlent de sa nationalité, par exemple. Apparemment, il aurait double, triple ou quadruple nationalité. Est-ce que tout cela est vrai? Je crois que dans votre question, vous dansez plus vite que la musique. Hein. Il n'y a pas à douter de l'éligibilité d'un fils du pays qui est congolais d'origine. Et si vous parlez de la nationalité congolaise, vous vous adressez au président de l'Assemblée nationale de l'époque qui a adopté la Constitution et la loi sur la nationalité. Joseph Kabila le sait très bien, ses partisans le savent très bien. Moïse Katumbi est un Congolais, un vrai Congolais, et il se présentera à l'élection présidentielle. Personne ne doute de sa nationalité congolaise. Le fait de prévaloir de plusieurs nationalités, c'est ça le problème. Est-ce qu'il est exclusivement congolais? La nationalité congolaise est une et exclusive. Moïse Katumbi est congolais et il a un passeport congolais et il se présentera à l'élection comme congolais. Que congolais? Vous pouvez avoir plusieurs passeports sans avoir d'autres nationalités. Oui, mais apparemment on dit qu'il serait peut-être italien. La charge de la preuve à celui qui accuse, c'est pas Moïse Katumbi aller chercher non, je ne suis pas italien. Si quelqu'un a la preuve qu'il ne l'est pas, qu'il aurait une autre nationalité, à lui de le démontrer. Moïse Katumbi aujourd'hui, au-delà de cette polémique qui était lancée par la famille politique de Joseph Kabila, Moïse Katumbi a un vrai projet pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous allons défendre cette candidature et il aura exposé son projet, son offre politique à 80 millions de Congolais. Et par rapport à sa condamnation? Cette condamnation, vous le savez très bien, est une condamnation qui est issue d'une machination politique. Mais on l'a qualifiée de mascarade. On ne peut pas aller à des élections dans un contexte où effectivement il y a de l'exclusion. L'accord de la CENCO, dont nous appelons la mise en œuvre, dans cet accord il y a une disposition très claire. Au-delà de l'élection, au-delà des institutions, il y a la décrispation politique. Nous exigeons la libération de tous les prisonniers politiques, je les ai cités, la libération des médias, le droit de manifester, le retour des exilés. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'élection. Donc vous plaidez aussi la relaxe pure et simple par rapport à la condamnation? Mais bien entendu, parce que c'est une machination, parce que c'est la volonté de vouloir écarter un adversaire politique. Mais qui juge de la condamnation, si c'est une machination ou pas? Les signataires de l'accord de la CENCO, et Dieu sait si nous avions la volonté d'arriver à un accord. Ils sont déçus de la justice. Les signataires ont demandé aux évêques de faire rapport, d'enquêter minutieusement et d'établir si oui ou non Moïse Katumbi et Jean-Claude Mouyambo également étaient victimes ou pas d'une machination. Eh bien, les évêques ont travaillé, ont remis leur rapport et ont statué que c'était une machination judiciaire, une véritable mascarade. Monsieur Olivier Kamitatou, merci. Je vous remercie. C'était tout pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve quand la situation va évoluer. Nous l'espérons peut-être pour le peuple congolais. Nous ferons bilan. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour notre numéro. À bientôt. Internautes, Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.